Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous de Share Africa, l'événement qui vous montre l'Afrique autrement. Alors, depuis décembre dernier et jusqu'en juillet prochain, les 54 pays du continent sont à l'honneur à travers une programmation à la fois éclectique et protéiforme. Et parmi ces rendez-vous que nous vous proposons, eh bien, il y a ces soirées de l'innovation. L'idée, c'est de rencontrer et d'échanger avec les talents issus du continent, tous ceux qui proposent des approches innovantes dans plusieurs domaines. Alors après une première soirée dédiée à la tech en décembre, eh bien ce soir, on s'intéresse à la mode, l'Afrique, nouvelle inspiration de la mode mondiale. Avant de vous présenter nos invités du jour, un très beau plateau, vous allez voir, je vais vous dire un mot du programme. On va débattre et échanger ensemble pendant 45 minutes. On répondra également aux questions que vous pouvez nous poser dès maintenant sur le chat du Zoom. C'est le petit onglet là, qui se trouve en bas à gauche. Et puis, une fois qu'on aura terminé ces échanges, vous aurez l'occasion de networker en tête-à-tête avec chacun des panélistes de ce soir. Au hasard, je vous expliquerai comment ça marche en détail tout à l'heure. Mais d'abord, il est temps de vous présenter nos invités. À commencer par Iman Aïssi, autodidacte aux 1000 visages, mannequin, danseur, styliste. Il a fait ses armes dans le plus grand atelier de prêt-à-porter au Cameroun avant de devenir le premier créateur d'Afrique subsaharienne invité à défiler dans le calendrier officiel de la Fédération de la haute couture et de la mode. Une sacrée reconnaissance. Bonjour Iman et merci d'être avec nous ce soir. Bonjour, merci, bonjour. À vos côtés, il y a Valerica, cofondatrice de Share Africa, par ailleurs top modèle. Elle a travaillé avec les plus grands couturiers africains et internationaux du Grand Alfadi à Yves Saint-Laurent. Bonjour Valérie. Bonjour Aïda. Également avec nous, Youssouf Fofana, génie de l'afro-streetwear. Depuis 2015, il réinvente la mode made in Paris avec une âme africaine. Sa maison Château-Rouge fait travailler toute une économie locale dans le quartier du même nom, mais aussi sur le continent. Vous verrez que ça passe parfois sur WhatsApp, aussi simple qu'un vocal. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Complète ce plateau. Bonjour Youssouf, je ne vous ai même pas dit bonjour. Bonjour Youssouf. Complète ce plateau Vanessa Mungar, directrice de la division genre, femmes et société civile à la Banque africaine de développement. Elle siège également au Conseil présidentiel pour l'Afrique et on verra la place centrale qu'occupe la mode dans sa stratégie. Bonjour à vous Vanessa. Bonjour Aïda, bonjour à tous. Et enfin, Moulay Tabouré, fondateur d'Africrea, une marketplace spécialisée dans la mode et l'artisanat africain, tout ce qui est made of Africa, comme il aime le dire. Vous allez fêter, Moulay, en mars prochain, les 5 ans d'Africrea avec une croissance jamais atteinte jusqu'ici. Vous nous en direz plus dans un instant. Alors voilà, les présentations sont faites et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Quand on parle de mode africaine qui inspire le monde, comme je le disais tout à l'heure, de quoi on parle exactement? Comment est-ce qu'on peut présenter cette mode africaine, Iman Aïssi, vous qui avez travaillé ici et là-bas et ailleurs? Déjà, la mode, c'est quoi? La mode africaine, c'est quoi? La mode, je crois que ça regroupe tout un tas de choses. Hein. À part le vêtement, la mode, c'est toutes les choses qui nous accompagnent dans notre vie. Donc, on va dire l'architecture, l'ameublement, l'art de la table. Le lifestyle? Ouais, les voitures, la peinture, et tout dépend des époques aussi. Il y a pas une mode, il y a des modes, il y a des styles. Ça dépend dans quel coin du globe qu'on se trouve. Donc, tout ça, c'est important à mentionner. Et après, on va parler beaucoup plus précisé sur la mode vêtements. Donc, la manière qu'on va s'habiller, le style, les volumes, les longueurs, les couleurs, les formes, tout ça. Et pour souligner le côté Afrique, la mode africaine, c'est quoi? C'est la question que nous devons nous poser nous-mêmes. C'est-à-dire, comment on y répond alors du coup? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a de l'éducation à faire. Il y a énormément de questions à se poser. C'est quoi la mode africaine? Pour moi, à partir du moment que les choses sont établies dans le continent Afrique, et la bêtise qu'on fait souvent, c'est que on réduit souvent l'Afrique comme si l'Afrique était un pays. Non, l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Avec Nord au sud. Oui, avec divers pays. Les cultures, c'est très vaste, c'est très différent. Les morphologies des gens, les cultures aussi. Donc, c'est énorme. Donc, déjà, nous-mêmes, nous devrons faire l'effort de toujours parler de l'Afrique
comme un continent au lieu de Oui, toujours parler comme si l'Afrique était un pays. oui. Il Donc, y à a des partir modes, en fait, si je vous des entends bien. modes, des Alors, cultures. Mhm. Valérie, en quoi ces modes africaines inspirent le monde si vous deviez, je ne sais pas, donner quelques spécificités de ces modes-là? Enfin, déjà, avant de répondre, j'aimerais bien préciser quand même que Africa Fashion Up, c'est un programme de Cher Africa. Et Oui. d'autre part, Cher Africa, c'est pas juste un forum thématique, mais c'est avant tout une agora nouvelle génération qui mettra en avant des initiatives portées par des créateurs africains. Donc, l'idée, ce serait d'organiser à Paris lors de notre forum à la Maison de la Radio, un défilé avec plusieurs créateurs africains. Donc la mode en général, tout le monde parle de la mode, mais c'est vrai que l'Europe s'inspire de plus en plus des créations africaines et c'est très tendance en fait. Et donc l'idée, ce serait que cet événement puisse mettre en avant ces créateurs qu'on ne voit pas et dont on s'inspire énormément en Occident, et de les mettre en avant, de les présenter et de mettre un nom sur ces gens-là qu'on ne voit pas en fait. Et donc la mode africaine, pour moi, cette année, le siècle du 21e siècle, c'est l'année de l'Afrique, c'est l'année de la mode, y compris même d'autres domaines différents. Alors, vous avez parlé d'Africa Fashion Up, donc cet événement fashion dont on reparlera tout à l'heure, mais je voudrais juste quand même qu'on reste sur cette notion de mode africaine, qui est le thème de ce webinaire. Et j'aimerais aussi surtout déconstruire certains clichés, parce qu'il fut un temps où l'inspiration africaine sur les podiums, ça se résumait au motif panthère et léopard. Alors aujourd'hui, heureusement, ça a changé. Le wax, par exemple, s'est beaucoup exporté. Et en même temps, il n'y a pas que le wax en Afrique, Youssouf Fofana. Il y a des terrain encore riches, un patrimoine culturel encore plus vaste à valoriser dans l'Afrique tout entière? Oui, alors surtout que le wax, c'est pas du tout un tissu qui est originaire du continent africain. C'est un tissu qui d'abord prend sa source, si je dis pas de bêtises, en Indonésie avec les batiks javanais, et ensuite arrive par, je crois que c'est en Hollande, et dont il y a donc Blisco qui est l'un des principaux fabricants de wax. Ensuite, on a des usines en Afrique comme la Côte d'Ivoire, qui produit le wax. Au Ghana aussi, on en retrouve. Et c'est vrai que malheureusement, après nous, avec Maison Château Rouge, c'est le tissu qu'on a utilisé pour réaliser nos collections. Donc là, le choix qu'on a réalisé, nous, c'était d'acheter nos tissus dans le quartier à Château Rouge, étant donné qu'il y a énormément de commerçants de la diaspora qui commercialisent ce tissu. Et c'était comment on arrive à participer au développement de l'économie locale. Ensuite, après, sur le wax, c'est vrai qu'il y a eu la première étape qui était des clichés comme tu l'as bien rappelé, avec tout ce qui était motif très tourné autour de très animal, etc. Donc ensuite, après, le wax est venu aussi à éclipser aussi tous ces tissus traditionnels et ces savoir-faire, ces métiers d'art africains qui aujourd'hui, en fait, doivent être valorisés et je ne sais pas si oui, malheureusement, qui peinent à trouver leur place dans la mode. Et moi, on le voit de plus en plus, même chez les jeunes designers, où il y en a de plus en plus qui se retournent vers ces tissus, que ce soit le bogolan, le pan tissé. La majorité des jeunes designers, en tout cas, essayent de valoriser ces tissus, mais pour pouvoir les valoriser, il y a tout un travail de développement de filières à réaliser localement, et qui, pour le coup, demande énormément de travail et demande du temps également. Donc, je pense que ça prend un peu de temps, mais on y arrive petit à petit, et progressivement, en fait, je pense que les artisans vont être capables de s'adapter et de proposer des produits qui peuvent justement permettre de pouvoir réaliser des collections dans des quantités beaucoup plus grandes, ou avec, par exemple, je sais que nous, on a essayé de travailler parfois sur de l'indigo et de la teinture, où on avait des métiers à tisser qui étaient trop petits pour nos artisans, et du coup, on avait des difficultés à pouvoir réaliser des pièces à partir de ces… Enfin, il y avait des contraintes qu'on n'a pas été capable qu'on n'a pas réussi à surmonter. Et je pense qu'en réalisant ce travail petit à petit, il y a aussi le fait qu'il y ait cette lumière sur ces différentes modes africaines, pousse les artisans à adapter leur métier pour justement pouvoir répondre à ces nouvelles demandes. Vanessa Lingard, est-ce que les créateurs du continent arrivent à tirer parti de cet engouement pour la mode, les modes africaines?
Merci Aïda, mais je suis tout à fait d'accord donc avec ce qu'ont dit mes collègues jusqu'à maintenant. Déjà, la diversité de notre continent, c'est notre plus grande force et c'est ça qui est source d'inspiration pour le monde entier. Et le sujet, de la façon dont on le voit nous à la Banque africaine de développement, notre mandat, c'est d'accompagner le développement socio-économique des pays et c'est de se dire, OK, voici une industrie ou des industries plutôt qui regorgent de potentiel en termes de création de valeur, création d'emplois. Et donc, comment faire en sorte de les accompagner et que les industries du futur de l'Afrique ne soient pas uniquement les évidentes dont tout le monde parle, de l'agriculture, même si elle fait également partie de la chaîne de valeur de textile, à l'énergie ou l'infrastructure. Comment cibler réellement le secteur de l'habillement, de la mode, du textile comme un secteur de croissance? Et on réalise qu'il y a des vrais écueils. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le marché. Prioritairement, l'accès au financement, qui est un des gros sujets sur lesquels nous essayons de travailler pour soutenir et accompagner non seulement la création, mais la croissance des petites et moyennes entreprises, parce que malheureusement, à l'heure actuelle, la majorité du secteur sur le continent est encore dans l'informel. Et donc, ne compte pas. On estime que le marché de la mode subsaharienne de textile et habillement est environ 31 milliards de dollars, alors que le marché global est de 2,5 trillions de dollars. Donc, tout ça vient du fait qu'on n'a pas les données, qu'on n'a pas accès et qu'on ne capitalise pas assez. Et c'est pour ça qu'en tant qu'acteur de développement, c'est vrai que j'ai peut-être un peu le profil différent par rapport à mes copanélistes. On n'a peut-être pas leur créativité, mais on s'est dit, OK, quel est notre rôle, nous, pour accompagner cette créativité africaine, pour s'assurer que cet engouement global pour des choses qui viennent d'une tradition du continent puisse permettre une captation de cette valeur et de cette création d'emplois sur le continent. Alors, il y a une illustration très concrète, hein, c'est par exemple avec la marketplace Africrea, donc cofondée par Moulay Tabouré. Et c'est vrai que quand on va sur votre marketplace, Moulay, que vous revendiquez donc Made of Africa, j'aimais bien le off vraiment pour dire, voilà, on vient de là. Aujourd'hui, les créateurs qui vendent sur votre plateforme, vous leur offrez quelque part une vitrine qui leur permet de s'exposer et puis de vendre. Mais est-ce qu'ils arrivent à vendre partout sur le continent, en dehors du continent? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le process pour eux? Oui, bien sûr. Alors, parce que je vais déjà reprendre les points qui ont été évoqués par mes collègues et voir en fait aussi là où on contribue. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'Africrea, donc aujourd'hui, on a 7000 vendeurs. Donc déjà, je distingue des vendeurs des créateurs parce que malheureusement, je suis en présence de créateurs, donc je ne vais pas leur manquer de respect en faisant croire que tous les vendeurs sur Africrea sont des créateurs. C'est une distinction qui est importante pour la suite parce qu'en fait, aujourd'hui, on a 7000 vendeurs sur Africrea qui ont vendu au total pour 10 millions d'euros dans 145 pays. Donc, je pense que sur la question de est-ce qu'ils peuvent vendre partout, le nombre seul suffit à répondre. Ils n'ont aucun problème à vendre partout et ils sont demandés partout. Je vais vous donner un exemple. On a un vendeur, par exemple, qui, pendant le Covid, c'était un jeune étudiant de 18 ans dont la mère faisait un petit atelier de couture à Abidjan, comme on peut en trouver des centaines, voire des milliers, et qui s'est rendu compte que sa mère avait du mal à vendre des masques, qu'elle faisait bien, parce qu'il y avait plein de gens à Abidjan qui en vendaient. Mais dites-vous qu'en créant sa boutique sur Africrea, non seulement il a pu vendre pour à peu près 10 000 max dans 30 pays différents en 2 mois, mais en plus, il a pu les expédier à moindre coût depuis Abidjan avec notre accord qu'on a créé avec DHL. D'accord. Donc, en fait, pour faire très simple, aujourd'hui, vu les efforts qu'on a pu mettre en place, pour qui veut vendre en ligne et donc vendre partout dans le monde, il y a les outils pour. Encore une fois, nous, Africrea, on est un exemple, mais je on ne va pas prétendre être la seule solution. Il y en a beaucoup. Quelqu'un qui veut exporter et vendre partout dans le monde, ils savent trouver. Nous, on a la chance de proposer des solutions en plus de la gestion des ventes qui simplifie les choses, au paiement, donc pouvoir retirer leur argent facilement, y compris en Afrique, dans 40 des 54 pays, et surtout pouvoir expédier à moindre coût. Donc, par exemple, notre accord avec DHL permet d'expédier de Abidjan jusqu'à 2 kilos pour moins de 20 €, ce qui est inédit, et donc potentiellement moins cher que même en France. Donc, le mouvement qu'on a eu depuis qu'on a fait ça, c'est qu'on a plein de vendeurs, même qui étaient en France, qui sont rentrés s'installer en Afrique parce que maintenant, pour la première fois, c'est peut-être plus efficace et moins cher pour eux de vendre d'Afrique que de le faire de France. Donc, ça, c'est répondre à la question globalement. Et sur la donnée, qui est un sujet qu'évoque Vanessa, sur lequel nous, on est assez porté, parce que forcément, on fait de la data et on fait du web. On a sorti un livre blanc en 2018, déjà, donc ça fait quasiment 3 ans, sur nos premiers 2 millions d'euros de vente, où on montrait que en fait, tous pouvaient vendre, pas tout,
C'est-à-dire qu'il y a différents types de clients, de ce qu'on appelle la mode Made in Africa. Les clients ne sont pas homogènes de la même manière que les vendeurs ne sont pas homogènes. Oui. Et les besoins ne sont pas homogènes non plus. Donc, c'est quelque chose que je peux développer. Mais aujourd'hui, on a déjà un document de 52 pages qui reprend toutes ces données-là. Donc, je pense qu'il y a déjà un peu de data qui se fait maintenant. Et l'idée pour nous, c'est de pouvoir contribuer à notre hauteur avec des événements comme ça aujourd'hui et d'autres éléments comme le livre blanc, de permettre aux gens d'avoir les éléments pour montrer que oui, c'est un business grandissant et une industrie qui se structure. Alors, c'est vrai que vous avez démontré qu'en Afrique, il y a toujours des solutions. Africrea en est une. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Il y a celle, justement, que vous avez initiée à la Banque africaine de développement, Vanessa Mungar, avec cette initiative Fashionomics. Quels sont ces objectifs précisément? Parce qu'on sait que ça draine énormément d'emplois, même s'il y en a beaucoup dans le secteur informel, bien sûr. Mais quels sont les objectifs de Fashionomics et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Je crois que c'est 3 ans après avoir lancé, peut-être un peu plus. Absolument, absolument. Donc, comme je le disais, Fashionomics, c'est un projet assez innovant pour une institution comme la Banque africaine de développement. Vient de la réalisation du fait qu'il faut soutenir et mettre en avant ces industries et ces secteurs qui sont peut-être moins traditionnels dans le monde où nous, on évolue du développement de base, on va dire, mais qui pourtant représente l'avenir. Et donc, en 2015, la banque a lancé cette initiative Fashionomics Africa avec pour objectif vraiment d'accroître la participation de l'Afrique à la chaîne de valeur de l'industrie mondiale du textile et de la mode en voyant justement cette traîne qui était en train de se mettre en place. Donc, réellement, notre objectif à travers l'initiative, c'est de soutenir le développement spécifiquement des micro-entreprises et des PME qui opèrent dans l'industrie du textile, de l'habillement, des accessoires en Afrique et avec une attention particulière portée aux jeunes et aux femmes. Ça, c'est pour l'initiative Fashionomics, sachant que la banque, plus largement, soutient aussi la création de parcs industriels, de production de textile, comme en Éthiopie, par exemple, et d'autres pays, où on essaye justement de développer aussi toute la base d'infrastructures, si vous voulez, pour que les secteurs soient plus dynamiques et compétitifs. Mais si on regarde réellement au niveau des entrepreneurs, on a ciblé l'initiative par rapport à leurs besoins, donc à savoir manque d'accès au financement, manque d'accès au marché, à l'information sur les marchés et aussi parfois, dans certains cas, à la formation sur certains aspects. Vous avez beaucoup de types de profils dans le secteur. Certains sont des créatifs qui ont besoin d'être accompagnés sur le business side, on va dire, le côté vraiment business et compta. D'autres qui verront un magnifique business model pour travailler avec plein de créateurs et qui, là, eux, auront besoin de plus de sources, etc. Donc, c'est vraiment l'initiative Fashionomics Africa. À ce jour, on a formé plus de 1000 entrepreneurs dans le secteur du textile, dont 65% de femmes sur les pays pilotes, comme on dit, parce qu'on espère grandir à travers le continent. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Kenya et le Rwanda depuis 2019. Et on fait ça en partenariat avec des acteurs publics et privés, nos partenaires des Nations Unies pour tout le côté environnemental. Je pense qu'on en parlera peut-être plus tard, mais il y a aussi cet aspect durable d'innovation en Afrique dans un secteur qui est extrêmement intéressant, mais aussi des gens comme Facebook Africa, Google Africa, DHL, comme Moulay le disait, parce qu'ils voient l'opportunité pour eux de se développer sur le continent. Et enfin, le Centre de commerce international. Vous savez qu'il y a aussi sur le continent un mouvement en cours pour le libre-échange, plus de facilitation dans le commerce intra-africain, qui est aussi l'un de nos écueils au niveau du continent et qui pourrait permettre que cette mode africaine ne soit pas juste aussi consommée pour l'export en dehors du continent, mais aussi en intra-africain, comme le disait Moulay. Alors, on a aussi mis en place une plateforme qui, là, du coup, est B2B et B2C, par rapport donc sur le secteur pour aussi permettre aux créateurs, particulièrement les marques haut de gamme pour le moment, de vendre sur cette plateforme. Et pour nous, c'est comme d'habitude en tant que Banque africaine de développement, de pouvoir spinner quelque part des projets qui doivent ensuite être portés par le secteur privé et par le continent lui-même. Et donc, à travers cette plateforme, aujourd'hui, on a environ 4000 utilisateurs, une dizaine de milliers de visites par mois. Et l'idée aussi, c'est de créer finalement une zone où ils peuvent vendre, échanger, mais aussi avoir accès sur l'information, sur le mentorat, sur les finances. Et je suis en train, au fur et à mesure que je parle, je vois Moulay et je l'écoutais avant. Ce n'est pas la première fois qu'on est ensemble sur des panels, dont certains de la Banque africaine de développement. Et je pense qu'il faut qu'on explore réellement ces capacités de faire des synergies entre toutes ces différentes plateformes qui existent sur le continent pour qu'on aille plus loin avec plus d'échelle. Parce que vraiment, pour Fashionomics Africa, pour nous, à la Banque africaine de développement, l'idée, c'est de catalyser la croissance du secteur et de soutenir justement des initiatives et des innovations comme celles de tous les copanélistes avec qui j'ai la chance de partager la scène aujourd'hui.
Imen Aïssi, est-ce que les choses ont changé depuis l'époque où vous avez commencé justement au Cameroun? Est-ce qu'une initiative type Fashionomics ou Africrea aurait pu vous aider à vous développer davantage sur le continent et ailleurs? Est-ce que les choses ont changé? Oui, forcément que ça bouge, hein. Et surtout la question qu'on se pose aussi, est-ce que à chaque fois, nous sommes obligés d'aller à l'exil de la réussite Mmh. pour se faire, Faut-il émigrer pour réussir? ah oui, je parle pas seulement pour moi, pour la jeune génération aussi. Ouais. Donc ça veut dire que nous devons rééduquer peut-être, les Africains, on doit se rééduquer, on doit faire attention, on doit créer aussi des choses, qui nous appartiennent. Depuis fort longtemps, comme on disait tout à l'heure, le monde entier s'est inspiré de la culture africaine. Oui. Et certains ont même utilisé certains tissus ou certains symboles sans mentionner, sans donner une identité, là où le tissu venait, l'histoire du tissu, l'histoire des symboles qu'ils ont été utilisés dans leur création et pour la présentation. C'est tout à fait dommage parce que euh, les gens se font passer parfois pour des génies, alors que non, on n'a plus tel tissu qui vient du Mali ou du Sénégal. Copier-coller, quoi. Mmh. Faut tout simplement Mmh. annoncer, donner une identité, raconter une histoire. Je crois que c'est même glorieux pour l'artiste qui réinterprète l'objet en question ou l'idée en question. Je crois que le profit est dans les deux sens parce que ça va faire une vitrine pour l'objet en question ou le tissu ou le symbole ou quoi que ce soit, et l'artiste qui réinterprète. Mais parfois, non, les gens, ils font comme si ils sont des génies pour créer. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est une manière de voler un peu, euh, de voler le patrimoine des autres. En même temps, n'oublions pas que la culture, c'est un mouvement sans frontières. Parce Mmh. que si on commence à trop se poser des questions et puis mettre des barrières, on ne peut plus s'inspirer de rien. Je ne pourrais plus créer une veste ou un pantalon parce que veste et pantalon, ce n'est pas d'origine africaine ou encore c'est là où ça devient intéressant. L'échange, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'échange? L'échange dans tous les niveaux, que ce soit dans la parole, l'échange culturel, l'échange des idées, ça nous enrichit. Je crois que c'est ça qui relie aussi les hommes, l'humanité. Donc, n'oublions pas ça. Je crois que nous devons faire attention à tout ça. Les gens qui utilisent les choses pour utiliser, c'est bien beau, mais faisons l'effort de toujours raconter une histoire, à donner une identité d'où les choses viennent, parce que ça aide aussi les pauvres gens qui sont derrière dans les petits villages, les artisans, tout ça, de les renvoyer à la lumière. Et je crois que aussi, depuis fort longtemps, l'Afrique utilise le luxe des autres. Et il est temps que l'Afrique commence à faire des lobbies et crée son propre histoire eux-mêmes, n'attendant plus que c'est les autres qui vont venir écrire notre histoire. Fonder des lobbies et créer un vrai lobby, des lobbies à tous les niveaux déjà, que ce soit politique, médiatique ou quoi que ce soit. On va voir que pourquoi, quand il y a certaines infos qui tombent au niveau international, la guerre, les maladies, tout ça, mais jamais on va nous montrer des belles choses, des choses glorieuses, valorisantes. Et pourquoi? Parce que si nous-mêmes, on avait des lobbies forts médiatiquement, on allait aussi faire la force et la mesure pour montrer nous-mêmes ce qui se passe dans le continent. Et comme il n'y a pas ça, je crois qu'il y a une éducation à refaire, la confiance aussi à mettre en place, que nous devons consommer ce que font les Africains, déjà entre nous-mêmes. Valérie, Et côté luxe, oui, on consomme que le luxe des Européens. oui. L'Afrique n'a pas de luxe, alors que nous devrons faire tout et tout pour mettre des choses en place. Il y a tellement la créativité, il y a de l'énergie et tout, il y a des très belles choses. Mais pourquoi nous sommes accrochés sur ce truc, tout ce qui est meilleur, ça vient forcément de chez les Blancs. On ne refuse pas. Il n'y a pas d'interdiction qu'il ne faut pas acheter Saint-Laurent ou Dior ou quoi que ce soit. Il ne fait pas la publicité gratuite. Mais c'est juste des constats. Et si le monde s'inspire de l'Afrique, c'est bien qu'il y a des choses en Bien Afrique. sûr, bien sûr. Alors, je voudrais juste faire réagir Valérie, parce que c'est très intéressant ce que vous venez d'évoquer, Iman, et j'aimerais avoir le sentiment de Valérie, justement, sur ce lobby, vous avez appelé ça lobby, mais à quand, Valérie, la création d'un lobby de la mode en Afrique? Justement, l'ambition de Africa Fashion Up, ça va dans ce sens-là. C'est de mettre en avant les initiatives portées par les designers, les accompagner et aussi être soutenu avec le programme
par exemple de Fashionomics avec la Banque africaine de développement et de différents partenaires luxe et mode, nous envisageons par exemple de sélectionner un certain nombre de jeunes créateurs africains, afin de les exposer à l'univers du luxe, de la mode française, et en leur permettant d'échanger avec des professionnels de la mode et des grandes maisons parisiennes dans le cadre de visites ou des sessions d'échange, leur apporter des formations spécifiques dans le cadre d'un programme de collaboration avec des grands groupes, mais aussi avec une série de masterclass que nous développons avec des groupes, par exemple Trace TV, Trace Academy, et puis on espère aussi pouvoir travailler avec l'Institut de la mode française, parce que ces créateurs-là, ils ont besoin de visibilité, mais il faut aussi les former, parce que créer, c'est beau, c'est bien, mais derrière, il faut toute une structure, toute une organisation qui permet de pouvoir demain lancer une marque. C'est un autre boulot, c'est un autre travail. Donc, c'est vrai que les jeunes créateurs en Afrique, il y en a plein qui font des choses magnifiques, mais il faut les accompagner, il faut leur apprendre à créer une marque, une société, développer, vendre, à savoir utiliser Internet, aller sur une plateforme. C'est toute une logistique que la plupart des créateurs ne savent pas. Donc, nous, notre ambition là, avec Africa Fashion Hub, c'est de pouvoir les mettre en contact, les aider, à les accompagner, à pouvoir demain, en créant la marque Made in Africa, que ce soit au niveau occidental. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal d'expressions de cette créativité africaine qui nous intéresse à travers Share Africa, à travers Africa Fashion Up. Youssouf Fofana, je vous ai vu à l'œuvre dans votre atelier à Château-Rouge. Est-ce que vous pouvez nous raconter, par exemple, comment vous y prenez pour valoriser les savoir-faire locaux depuis Paris, tout en faisant travailler sur place des artisans africains qui ont un savoir-faire ancestral et qui peut-être tendraient à disparaître s'il n'y avait pas ces ponts entre les deux rives, justement? Alors, nous, de notre côté, alors on a tout d'abord, il faut savoir qu'à Château-Rouge, c'est un des quartiers de Paris qui recense le plus grand nombre d'ateliers et de couturiers. Et ce dont on a voulu faire, c'est de voir comment on arrive justement à travailler avec ces couturiers. Et donc là, on a une production qui est réalisée localement, donc dans le quartier de la Goutte d'Or, où là, on travaille avec des couturiers qui nous réalisent certaines pièces. On a donc nos tissus qui sont achetés en Côte d'Ivoire pour le wax. Ensuite, on travaille avec des artisans au Mali pour la teinture et le tie-and-dye. Donc ça, c'est un petit atelier qui est géré par Monsieur Modibo Samake, dont on en avait déjà parlé, mais avec qui, là, justement, avec le Covid, on ne pouvait pas se déplacer, où tout est géré par WhatsApp. En fait, on a des échanges réguliers par WhatsApp, des notes vocales, on s'envoie des photos, et puis ensuite, avec DHL, donc on fait venir les tissus et ensuite la confection. Et alors, il y a une partie de la confection qui est réalisée au Sénégal, donc avec un atelier qui est à Dakar. On a ensuite une autre partie des tissus qui arrive à Paris. Et là, donc avec les couturiers, toujours, on réalise d'autres produits. Donc voilà, on essaie de créer, en fait on est un peu au centre de tout ça. Et on essaie de gérer entre différents ateliers, donc à la fois à Paris, au Sénégal, mais aussi des tissus qu'on va sourcer au Mali, qu'on source en Côte d'Ivoire. Et tout ça est géré à distance de Château-Rouge. Et après, l'avantage, c'est qu'en étant à Château-Rouge, on a accès aussi à une très grande diaspora africaine. Tout à l'heure, on parlait beaucoup, Vanessa parlait du marché de l'informel. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent ici aussi. Et nous, on essaie justement de ne pas faire comment dire ça. En fait, on ne crée pas de frontières ou de barrières entre le formel ou l'informel, entre les couturiers du quartier, mais aussi les magasins, comme on a des vêtements qui sont vendus aux Galeries Lafayette, qui étaient vendus au Bon Marché également. Donc, en fait, on a aujourd'hui cette capacité, en étant à Paris, mais et en faisant partie de la diaspora, de créer des ponts entre tous ces mondes qui, pour la plupart du temps, ne sont pas forcément connectés. Et tout à l'heure, c'était intéressant ce dont parlait Iman, c'est que je pense que dans la mode, il y a énormément de codes
qui sont… Donc, tu parlais des lobbies tout à l'heure, et je pense qu'il y a des codes qui sont là et qui sont présents et qui empêchent certaines marques de pouvoir réussir et de marcher. Je pense que les programmes dont vous avez parlé tout à l'heure, de donner les armes aux jeunes designers et aux jeunes entrepreneurs de pouvoir s'en sortir dans ce milieu de la mode qui est un milieu très compétitif. Et je pense il faut comprendre quels sont ces codes, parce que pour la plupart du temps, ce sont des codes qui sont là juste pour décourager, entre guillemets, ou sinon pour créer un fossé entre deux mondes. Et c'est comment on arrive soit à rattraper, entre guillemets, ce wagon et d'être compétitif, ou sinon c'est comment on réinvente un monde. Et comment on réinvente ce monde avec nos propres codes et avec une puissance, entre guillemets, une force qui est culturelle, créative et une histoire très forte pour justement venir et puis faire parler de nous. Et je pense que nous, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire à notre niveau en créant Maison Château-Rouge, c'est de se dire comment on arrive justement à créer un monde qui est le nôtre avec nos codes et se faire remarquer comme ça. Et c'est pour ça qu'on a vraiment essayé de capitaliser sur le quartier à Châteauroux, parce que pour la plupart du temps, les gens ils négligeaient un peu ce quartier, hein, alors que c'est le quartier, on dit que c'est le quartier africain de Paris, et il était très négligé. Et nous, on s'est dit, si on veut que l'Afrique ait une belle image, déjà, si le quartier de Château-Rouge n'a pas une belle image, pour eux, en fait, ils font des raccourcis. Les gens se disent, bon, Château-Rouge, c'est comme ça. Donc, ils ne viennent pas, ils n'y mettent pas les pieds, ils donnent une mauvaise réputation. Donc, ensuite, ils font des généralités. Donc, il y avait un travail à faire à ce niveau-là. Et on s'est dit, on va faire un peu de lobbying au niveau de Château-Rouge. Et si on arrive à faire ce lobbying, en tout cas, on aura fait une partie du travail. Et ensuite, après, en espérant que ça crée toute une effervescence et que d'autres personnes suivent. Alors, j'ai l'impression, en écoutant vos témoignages les uns et les autres, que finalement, l'avenir de la mode appartient aux digital natives, finalement, à ceux qui sont nés avec, ou en tout cas qui maîtrisent le digital. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi, Moulay? Alors, je pense que les digital natives ont un avantage, c'est certain, parce que c'est l'occasion enfin pour, comme disait à juste titre Youssouf, de passer un peu les barrières qui ont été mises, parce que quand digital native, tu parles aux clients directement, peu importe les codes, dans une certaine mesure, bien sûr, tant que tu fais quelque chose qui leur plaît. Donc, je pense que c'est un avantage. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il faut, pour reprendre un peu ce que en tout cas, c'est créer des ponts, un peu comme a su faire Youssouf, où un digital native qui est en France peut travailler avec des artisans en Afrique et créer ensemble une société qui perdure. Je pense qu'il ne faut pas croire que ça va être digital native solo, il ne faut pas croire non plus que ça va être artisan solo, ni croire non plus que ça va être chacun de son côté. Je pense qu'il faut créer des cadres pour, par exemple, ce que moi je décrivais sur Africrea, c'est justement un peu reproduire ce que fait Youssouf lui tout seul avec brio, parce que malheureusement tout le monde n'est pas Youssouf. C'est pouvoir justement facilement gérer, et par exemple là, quelqu'un qui est dans un pays européen, qui a la connaissance de ce qui peut vendre, comment ça peut se vendre, collabore avec quelqu'un qui sait faire, et donc lui envoie des bons DHL, lui permet d'avoir accès facilement aux fonds qui sont payés partout dans le monde, ou peut-être même en Afrique, et derrière qu'on crée comme ça des sociétés. Mais je pense que digital native, c'est un asset, mais il faut, un peu comme disait Iman, avoir un peu un retour aux sources, dans le sens où on a énormément de ressources, et notre culture est notre plus grosse richesse, que personne ne peut nous prendre, qui est illimitée, contrairement aux ressources minières ou, on va dire, dans notre sol, que tout le monde se déchire. Donc, je pense que pour utiliser nos ressources, il faut qu'on le fasse idéalement ensemble, avec chacun sait faire ce qu'il sait faire le mieux. Il ne faut pas essayer de faire tout seul. Ouais. C'est ça, peut-être la petite nuance que moi je mettrais, c'est digital natives, ok, mais tout seul, ça ne va pas très loin. Alors, je voudrais vous donner un exemple, ou en tout cas une illustration très concrète de cette Afrique qui inspire le monde. C'est un exemple absolument bluffant. C'était en plein confinement mondial l'an dernier. Alors, évidemment, il n'y a pas eu de grand Barnum, il n'y a pas eu de grand défilé l'an dernier, mais il y a eu une créatrice congolaise. Elle s'appelle Violaine Anifa Mwemba, et regardez ce qu'elle a réussi à faire. Elle a présenté sa collection Pink Label Congo de sa marque Anifa en direct sur Instagram, sans mannequin, sans podium, et tout, absolument tout, en 3D.
vraiment, c'était bluffant et c'était surtout une première mondiale. Je voudrais une réaction de votre part, Valérie, Iman, à cette créativité-là. Quand on parle de cette inspiration, elle s'illustre aussi comme ça, avec des initiatives innovantes, innovatrices. Ouais. C'est très beau. C'est magnifique. Hein. Ouais. C'est très beau. Elle avait été la première d'ailleurs à initier ce type de défilé. Et ça a donné un élan incroyable parce qu'il y a pas mal de créateurs qui se sont aussi inspirés de ce qu'elle avait fait. Et c'est vraiment magnifique. Hein. C'est très beau. D'ailleurs, celui d'Iman aussi, il est pas mal, la dernière collection qu'il a présentée. Réagir Iman également. Iman, pour compléter ce que vient de dire Valérie sur cette... Merci et pardon, j'ai failli prendre la parole avant, avant Valérie. Pardon. C'est très beau ce qu'a fait ma collègue. Et en même temps, ça interpelle ce monde là où on vit, on consomme tellement les choses à la va-vite. Et là, c'est comme quand on dit souvent pourquoi il y a toujours les mannequins très longilines, pas de forme sur le podium. Et ça reflète ce que moi j'ai toujours pensé. Quand on fait la mode pour rendre des rêves, il ne faut jamais oublier ça. Et la cliente qui veut s'asseoir pour regarder les grandes robes, la grande couture, ne veut pas forcément voir une femme qui a des formes généreuses dans ces robes-là, même si la cliente, alors qu'elle-même, elle a des formes généreuses, parfois même plus. Mais elle va te dire que je ne suis pas venue ici pour ça, je veux acheter des choses qui me font rêver. Qui me ressemblent surtout. Oui, elle va acheter, on va réadapter à son corps. Ça reflète un peu ça aussi. Moi, je voyais des choses, comment je voyais ça? J'imaginais que les premiers designers qu'ils ont pensé à faire des shows de mode, peut-être qu'ils ont pensé à faire défiler les robes tout seuls, qui volent comme ça tout seuls avec les cintres. Mais comme ce n'était pas possible, ils ont choisi de prendre des filles ou des garçons très longilines comme ça, les robes qui tombent très fluides. Et le mouvement, on devine les formes et tout, c'est très poétique. Donc, la collègue qui a fait son défilé avec cette idée, c'est très beau parce que ça nous interpelle aussi, même au niveau de la manière qu'on exploite le globe, notre environnement. Parce que nous sommes en train de pourrir l'environnement. Avec comment dire, avec la pollution et tout. Donc, est-ce que le futur, ça sera ça, les robes, la vie qui fonctionne tout seul sans les humains? Alors, merci Iman, parce que vous me tendez la perche sur la dernière partie de ce webinaire. C'est vrai que la mode, c'est toute une filière, hein. Ce n'est pas seulement la partie visible, le plus glamour et ces robes-là qui arrivent sur le podium, mais il y a quand même avant ça, la matière première, donc le coton, il y a l'agriculture. Et c'est vrai que, du coup, je vais m'adresser à Vanessa Munger, quand on parle de mode éthique, quid de la production en Afrique quand la Chine, par exemple, représente une grosse part du marché? Est-ce que l'Afrique peut faire le poids? Est-ce que l'Afrique a une carte à jouer? Alors, Aïda, vraiment merci. Et de toute façon, je brûlais d'envie d'intervenir là depuis qu'on a vu ce magnifique... On a vu ce beau défilé déjà extraordinaire, j'adore. Si vous pouvez partager le lien avec nous parce que c'est quelque chose à partager. Et déjà, la première idée que j'avais envie de partager, c'était ce côté d'innovation digitale. Cet accélérateur, c'était déjà une trend avant la COVID-19, on le sait, la digitalisation des industries en général. Et là, on l'a vu s'accélérer. Et en plus, sur le continent, ceux qui ont les business, les petites entreprises qui ont le mieux survécu étaient celles qui avaient un accès au digital et une possibilité de continuer leur activité grâce à ça. Donc ça, c'est extrêmement important. Et il y a une responsabilité africaine, là, pour le coup, de s'assurer d'une inclusion digitale. Parce qu'on peut continuer de dire, ah oui, formidable opportunité, mais si 80% de la population n'a pas accès à l'Internet, ça complique les choses. Donc ça, c'est une chose. Par contre, la capacité d'innovation, je pense que ça n'a pas de région. Donc, quelle que soit la jeunesse, le jeune ou d'ailleurs, quel que soit l'âge aussi, de la personne à qui on donne accès à des outils et qui a des idées, peut créer des choses formidables, qu'elles soient en France, au Togo, en Afrique du Sud ou en Indonésie. Et donc, vraiment, je pense que ce qui est beau avec le digital, c'est ce pouvoir d'égalisateur, entre guillemets, qui dit que, OK, avec une bonne idée, quelque chose peut être créé avec moins d'investissement en capital qu'avant. Et cette innovation
en tant qu'Africains, il faut aussi être capable de se dire qu'elle peut venir de nous aussi et qu'on sorte du complexe dont on parlait avant de, bon, ça doit forcément venir du Nord ou d'ailleurs, l'Internet, le digital, etc. Nous, on reste sur le côté traditionnel, on envoie nos choses, mais quelqu'un nous dira comment faire. Je pense réellement que l'innovation et la Silicon Valley de demain peuvent être ici, si jamais on s'en donne les moyens. Et là encore, j'y vois une responsabilité africaine. De l'autre côté, ce que j'ai adoré aussi dans le défilé, c'est l'aspect diversité. La diversité même des standards de beauté qui évoluent partout dans le monde et des consommateurs qui, je pense, attendent d'autres choses aujourd'hui des marques dont ils achètent. Donc, des achats qui leur ressemblent d'une part, mais aussi quel est l'impact des différentes marques sur la société, sur la création de valeur, sur l'environnement, comme on le disait juste avant. Alors, déjà sur la société, si on parle du coton, la majorité du coton produit en Afrique, dans des fermes de coton, par des femmes, par des jeunes, par plein vraiment regarder jusqu'au fond de sa filière. Aujourd'hui, les grandes marques s'y intéressent parce qu'elles savent que leurs consommateurs regarderont ces questions-là. Voilà encore une opportunité pour les plus jeunes entreprises locales qui beaucoup sont éco-responsables, pas forcément par business plan, mais par nature, disons, parce qu'elles font avec les ingrédients qui sont sur place et créent des business durables et qui peuvent avoir un impact positif, qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse sur le continent et qui n'ont pas un impact négatif sur la société. Donc même en tant que consommateurs et acheteurs, posons-nous ces questions-là et c'est une raison supplémentaire de soutenir des marques locales. Enfin, en termes d'impact sur la société, on le sait, l'industrie de la mode est l'une des plus impactantes sur l'environnement. Et les conditions de travail, on l'a vu autour du monde, dans certaines des usines textiles à grande échelle, sont terribles. Je pense qu'on a en effet un shift actuel dû aux différents niveaux de mode de vie qui augmentent en Asie et ailleurs, au Bangladesh, où on a eu énormément de tragédies, et beaucoup de productions qui s'intéressent à se relocaliser en Afrique. Là encore, opportunité africaine à saisir, de dire comment est-ce qu'on capte cet intérêt. On reste compétitif en tant que continent pour attirer ces investissements, mais on s'assure de la protection de nos citoyens, on s'assure de la création de valeur, on s'assure de salaires justes, on s'assure de ne pas polluer toutes les rivières, on s'assure de toutes ces choses-là. Et quelque part, une opportunité de créer en mieux en apprenant de ce qui a été fait ailleurs. Mais là, vous touchez du doigt, Vanessa, une autre problématique. Je poursuis la discussion. C'est comment est-ce qu'on promeut le Made in Africa dans un contexte de concurrence avec des produits importés notamment? Ouais, alors, j'ai dit juste un mot puis, de ce que j'en pense, mais vraiment, c'est comme tout. Finalement, au business, c'est l'authenticité de la proposition de valeur. Donc, on parlait avant de l'authenticité. Qu'est-ce que c'est le Made in Africa? Qu'est-ce que c'est l'identité africaine? Il n'y en a pas qu'une. On a beaucoup de cultures, de traditions, beaucoup de choses à exploiter de ce côté-là. Et je pense qu'en se construisant là-dessus, ainsi que sur des chaînes de valeur qui peuvent être beaucoup plus saines que d'autres dans d'autres régions du monde, on peut avoir une proposition de valeur supplémentaire. Par contre, je pense qu'il y a il ne faut pas non plus croire au miracle, il y a une responsabilité africaine, institutionnelle, des acteurs du secteur public et du secteur privé, de pouvoir créer les conditions pour que les entrepreneurs puissent réellement capter cette valeur, sinon elle sera captée ailleurs dans le monde. Et donc c'est pour ça que nous, on travaille sur des initiatives comme la nôtre, mais aussi avec les gouvernements, pour faire un plaidoyer, pour réaliser que justement ces industries culturelles et créatives représentent un patrimoine extraordinaire, une richesse, tout autant que le pétrole qui peut être ou les mines, ou l'or, ou tout ce qui peut être dans le sous-sol. Vous vouliez réagir, Moulay, et ensuite on passera aux questions des internautes. Il y en a pas mal, hein, pas mal de réactions et de questions sur cette question justement de la concurrence avec les produits importés. Je vous ai vu esquisser un sourire. Non, mais effectivement, après, on peut peut-être aller directement sur les questions. Je vois que parmi les questions, il y a des éléments de réponse quelque part. Alors, on va y aller cash. On a pas mal de questions, de réactions également, énormément d'internautes qui vous remercient pour vos prises de parole pertinentes, disent-ils. C'est pas moi qui le dis, hein, donc voilà. Beaucoup de remerciements. Imana ici a touché des points très pertinents. Merci beaucoup. Alors, nous avons une question de Clémence. Est-ce que la mode africaine sait se promouvoir finalement? Alors, qui veut répondre à cette question? Est-ce qu'on sait se vendre en fait? Est-ce qu'on sait parler de nous, de ce qu'on fait et de bien le faire? Non, je dirais vas-y, Iman. Oui, pardon. Iman, on y va, Imana ici. Pardon. Je dirais c'est entre deux.
C'est entre deux. Je dirais d'abord la mode. Il faudra mettre des vraies structures en Afrique pour la mode. Et rebondir aussi sur la dernière question de l'autre panel qu'on vient de finir. Ouais. Nos États doivent s'impliquer pour aider à mieux organiser certaines choses, pour que les gens soient conscients aussi que la mode aujourd'hui, c'est des vraies machines économiques. C'est des vraies machines économiques. Il ne faut pas voir la mode comme si c'était un jeu, comme si certains vont voir les défilés, comme si c'était... comme on n'a pas pu faire mieux et c'est pas ailleurs. On va faire les défilés de mode, on s'amuse, ben non. Il y a un vrai... c'est un vrai métier. Il y a énormément de gens qui sont derrière en train de bosser tout ça. Oui. Donc, je pense que nous devons nous rééduquer, il faut former les gens, peut-être mettre en place des vraies structures qui expliquent ce que c'est les métiers de la mode et le fonctionnement. Mettre en place une étude des saisons, comme ça se passe par exemple en Europe, en France, avec des dates de rendez-vous. Ça va aussi permettre qu'on va mieux sélectionner certains tissus qu'on peut porter quand il fait chaud, quand il pleut, comme par exemple Afrique équatoriale, on a des saisons de pluie, une grande saison de pluie, une petite, une grande saison de quand il fait chaud, une petite. Donc on va scinder un peu les choses comme ça et caler les rendez-vous des professionnels de la mode. Et que les gens vont se former aussi. La formation, c'est très important. Tout le monde ne peut pas être autodidacte. Les jours à venir, les choses vont être beaucoup plus compliquées. Donc, je pense que il y a tellement de choses, mais bon, c'est bien qu'il y a des réflexions, il y a des gens qui parlent déjà, le dialogue, comme nous sommes en train de faire là, c'est très important parce qu'aussi, on apprend, on informe, on apprend aussi pas mal de choses, on s'écoute, on échange des paroles, c'est important. Si je peux compléter ce que vient de dire Iman, Aïda. Oui. Par exemple, nous, pour notre événement, ce qu'on veut faire, c'est qu'il y a une jeune dame qui est d'origine du Rwanda qui a créé une grosse usine de fabrication de vêtements comme on trouve en Asie. Et c'est ça aussi, c'est ces moyens qu'on met en place pour pouvoir accompagner les créateurs pour faire vendre la marque africaine. Parce que aller voir une collection, choisir un vêtement, et derrière, comment est-ce qu'on fait pour se fournir s'ils n'ont pas le système ou les moyens de pouvoir produire en grande quantité leurs produits. Donc, c'est aussi ça. Alors, la prochaine question, elle sera aussi pour vous, Valérie, parce que elle fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure justement sur cet événement Fashion Up. Alors, je vais le resituer pour ceux qui nous ont rejoints peut-être en cours de webinaire. Donc, Share Africa, c'est vraiment la manifestation qui sera donc qui va clore la saison africaine et qui va permettre en fait tout au long de cette saison africaine de promouvoir la créativité africaine dans tous les domaines. Donc, ce soir, on s'intéresse à la mode. Sachez également que les 2 et 3 juillet prochains, à la Maison de la Radio, il y aura donc ce grand forum Share Africa qui va être une espèce de condensé de ce qu'on a présenté là. Et puis, il y a ce défilé Africa Fashion Up et toutes ces initiatives qu'on met en place. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Et donc, pour faire écho à la question de l'INSEE, elle vous demande, est-ce que le modèle français, puisqu'on a parlé tout à l'heure de formation, etc., est-ce que le modèle français est forcément le modèle à suivre pour développer un lobby pour la mode en Afrique? Est-ce que les créateurs africains ne peuvent pas développer un modèle qui leur corresponde peut-être un peu plus, puisque les réalités et contextes de production, nous dit toujours l'INSEE, ne sont pas les mêmes d'un côté et de l'autre? Que répondez-vous à ça? Mais je suis tout à fait d'accord avec elle, mais le but, ce n'est pas forcément de reproduire ce qui se passe en Europe. Le but, c'est de les former, c'est de les accompagner, c'est de trouver des partenaires qui vont investir sur ces créateurs. Pourquoi est-ce que quand on vient en Europe, on trouve plein de marques, des marques comme Zara ou Agnès B, on trouve des boutiques partout parce qu'il y a toute une structure. Et la créativité en Afrique, c'est parce qu'il manque. Les jeunes d'aujourd'hui, on arrive à trouver des choses incroyables. Même en Europe, ici, il y a aussi des jeunes créateurs africains qui travaillent. On ne sait même pas que c'est d'origine africaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens-là, on puisse les mettre en avant et être au même niveau que l'Occident? Mais c'est de suivre des formations, comme disait Iman, de suivre les temps, les saisons, de présenter leur créativité, mais en fonction de la demande. Mais c'est toute une structure, ce n'est pas juste faire des vêtements. Il faut trouver des usines pour pouvoir produire ce qu'ils font, mais avant de trouver des usines, il faut
connaître les démarches à suivre. Il faut parler la langue, il faut créer un business, il faut voir des organismes comme la Banque africaine de développement, mais il faut préparer un dossier, on ne peut pas y aller juste comme ça. Il faut pouvoir aller sur une plateforme d'Afrique Créa pour pouvoir vendre sa collection, mais il faut savoir utiliser Internet, il faut savoir se servir des outils dont on n'a pas appris. Donc tout ça, ce sont des choses hyper importantes que tout le monde n'a pas. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va accompagner ces créateurs-là, ces jeunes qu'on va sélectionner, parce qu'on ne pourra pas en prendre beaucoup, mais les quelques-uns qui auront la chance de sélectionner, les accompagner, venir voir ici comment ça se passe, comment est-ce qu'on réussit à créer une entreprise, à faire une grosse marque établie, et retourner chez nous, et puis essayer de faire la même chose et voir faire mieux. Ok. Donc, voilà. Alors, merci Valérie. J'ai une autre question. Il y en a pas mal, hein, vraiment, ça fait plaisir. Une question d'Emmanuel. Est-ce que je peux me permettre Est-ce qu'il peut me permettre de rajouter un petit point sur le modèle suivi, si on peut suivre le modèle français? Oui. N'oublions pas que le mouvement mode a été créé à la cour des rois, dont la France, et ça les appartient. C'est vrai. C'est la manière la finesse de savoir faire les choses, l'élégance, tout ça, que nous devons aussi avoir dans tous nos pays en Afrique, tous les pays dans le monde doivent avoir ça, mais le mot mode, cet événement, cette manière de fonctionner avec le glamour qui va avec, c'est la France, donc on le doit à la France. C'est pour ça qu'il ne voit pas qui va enlever Paris, sa couronne de reine de la mode. C'est clair. Donc, après, nous sommes en train de donner au roi la couronne quand le roi a besoin de sa couronne. Il faut le lui donner, il faut reconnaître ça. Eh bien, gardons la couronne. D'autant plus que la haute couture a été créée par la France. Exactement. Après, on va faire avec des codes de ces gens qui ont eu le génie de mettre ça en place. Peut-être que nous aussi, on aurait pu aussi imaginer quelque chose comme de la mode avec un autre nom à l'époque, mais bon, c'est les Français qui ont eu C'est les premiers. Eh bien, ce sont les pionniers, les héritiers sont peut-être les Africains dans ce cas. Vanessa, une question pour vous concernant le droit du travail dans les différents pays d'Afrique. C'est Emmanuel qui vous pose cette question. Donc, elle demande si le droit du travail dans ces différents pays va protéger les petites mains et tous les métiers de l'ombre. Comment éviter que ceux qui sont sur le devant de la scène concentrent tous les revenus? C'est une des problématiques. Emmanuel, absolument une problématique, et une problématique à travers les secteurs au final. La captation de valeur pour tout le monde, la croissance inclusive du continent qu'on veut voir, avec une pauvreté qui réduit et pas seulement une inégalité croissante. C'est pas propre à la mode du coup. Exactement, c'est ça le défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait aussi des stars et des champions, et qu'il y ait une croissance qui permette à tous de bénéficier un petit peu plus. Et donc ça, c'est un des domaines sur lesquels on travaille avec les différents États pour s'assurer justement que les régulations soient mises en place, d'une part pour attirer les investissements étrangers, et vous avez des pays comme l'Éthiopie qui sont forts à ça pour l'industrie du textile, mais aussi de s'assurer qu'en même temps qu'on fait ça, on protège justement les citoyens. Pour ça, c'est extrêmement important de s'assurer que la société civile fasse partie de ce dialogue politique, ce que nous essayons de faire avec des représentants des communautés locales, etc. Et c'est là réellement le défi profond du développement de nos sociétés. C'est réellement s'assurer que tout le monde participe. Il y a beaucoup de création de valeur en Afrique aujourd'hui déjà. Il y en a encore plus en potentiel. Comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde puisse, en tout cas tous ceux qui sont prêts à travailler pour, puissent profiter de ça. La note d'optimisme, par contre, c'est que je vois beaucoup de nos gouvernements qui sont absolument ouverts à ce type de conversation, qui ont besoin, par contre, d'accompagnement technique sur certaines de ces questions-là pour savoir, OK, comment ça s'est passé dans d'autres régions du monde, quels sont les écueils à éviter, comment est-ce qu'on attire et qu'on est compétitif en protégeant. Et c'est là qu'il peut y avoir besoin aussi de plus d'appui technique, je dirais, et où nous, on a un rôle à jouer, mais même les conversations qu'on a aujourd'hui aident à alimenter ce débat. Alors, je voudrais qu'on réponde encore à 2 questions parce que l'heure tourne, malheureusement. La prochaine question sera un peu à tous les créateurs de ce panel et à la créatrice qui sommeille en vous, Vanessa. Donc, c'est Maïmouna Ber qui travaille au magazine Conakry Fashion. Elle vous remercie tous pour vos interventions constructives et pertinentes, dit-elle. Et la question, on y vient.
comment l'Afrique peut-elle inventer une mode durable avec les véritables textiles authentiques des 54 pays du continent? Voilà une question hyper intéressante. On va commencer peut-être par Moulay, Youssouf. Comment on peut répondre à Maïmouna? Une mode durable avec les textiles authentiques. En tout cas, je pense que c'est sûr que c'est déjà le cas. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, pour y arriver, il faudra toujours garder à l'esprit que la créativité, ce n'est pas juste dire qu'on fait des choses entièrement différentes. C'est-à-dire qu'il faut savoir utiliser ce qui a déjà été fait. Et notamment si on veut faire des textiles authentiques et rester sur les 54 pays africains, on ne faudra pas essayer de réinventer la roue. Il y a déjà des années et des milliers, et peut-être potentiellement beaucoup de gens disent des dizaines d'années, moi je dirais même des siècles d'expérience là-dessus. Donc il faudra s'appuyer sur ce qui a déjà été fait, mais surtout il faudra le faire en ayant conscience que l'objectif final, c'est de l'amener dans de nouveaux écrans, de nouveaux usages. Typiquement, il ne faudra pas essayer de juste rester ancré sur ce qu'on sait faire ou ce qu'on a déjà vu et essayer d'écouter et de regarder ce qui peut marquer, ce qui peut toucher les gens et s'adapter à ce que les gens veulent. Donc, c'est tout à fait possible. La mode durable, l'Afrique est bien placée pour le faire, vu que dans tous les cas, nous, on a un rythme de production et un rythme de vie qui est, et Dieu merci, j'espère que ça va rester le cas, plus adapté au progrès sans détruire. Donc, on a toujours été comme ça, j'espère qu'on va continuer à l'être. Pas qu'on rentre forcément dans un rythme de production effréné comme ça peut être dans d'autres pays du monde et que derrière, juste, il faut qu'on sache le faire en s'adapter aux besoins. Typiquement, quand on parle de slow fashion aujourd'hui, c'est quelque chose qui est natif. Oui. Et quand on parle de les gens qui veulent de plus en plus avoir des choses qui sont uniques et faites pour eux, je suis désolé, mais n'importe qui a souvent des habits qui est fait que pour lui. Donc, on a quelque part, le monde nous a rejoints. Donc, c'est l'occasion de guider la voie, de garder la voie. Youssouf, vous voulez compléter? Non, je trouve hyper juste ce que Moulay a dit, parce que justement, je pense que le problème, c'est justement si on veut trop s'adapter au système qu'on retrouve en Europe ou en Occident, là, je pense qu'on ne fera pas de mode durable et c'est là où ça deviendra problématique. Et je pense que justement, ce qui est intéressant, c'est que là, on a tous ces pays qui justement on essaie de se réadapter et de penser différemment la mode. Et nous, on a tout à construire, pas tout à construire, mais en fait, on a la possibilité de créer une industrie qui, justement, respecte l'environnement, respecte les travailleurs, respecte tous ces aspects-là pour que ce soit de la mode durable. Et en fait, c'est ça. Et je pense qu'il ne faut pas essayer de copier, mais il faut créer quelque chose. Il faut créer une mode africaine prenant en compte justement toutes ces différences de culture et ces 54 pays, mais il ne faut pas forcément essayer de se calquer sur le modèle qui a été fait en Occident, parce qu'aujourd'hui, il montre ses limites. Et à partir du moment où il montre ses limites, je pense qu'aujourd'hui, on a des artisans qui justement ont des façons de produire qui sont restreintes et avec des volumes qui ne sont pas très, très élevés. Et justement, c'est ça tout le défi et tout l'enjeu qu'il y a aujourd'hui dans la mode, c'est comment on arrive à produire peu et juste ce qu'il faut. Et le fait de faire du sur-mesure, le fait d'avoir de l'artisanat, justement, ça répond à ces problématiques. Et c'est comment on arrive aujourd'hui à valoriser ça et dire surtout qu'aujourd'hui, je pense, c'est qu'on a notre mot à dire. Et dans cette discussion qui est universelle, dans cette mode qui est universelle finalement, parce qu'aujourd'hui, la mode, je pense qu'elle est plus cantonnée à une région, mais c'est une mode qui est universelle. Et aujourd'hui, c'est comment l'Afrique comment l'Afrique fait partie de cette discussion, comment l'Afrique apporte des solutions. Et c'est ça l'enjeu qu'il y a aujourd'hui. C'est exactement le but de ces échanges également, c'est d'apporter des solutions et de montrer que ces solutions, elles existent et dans beaucoup de cas, elles sont déjà appliquées. Je vais juste terminer par la question de France Lise, qui travaille dans une maison de luxe française, nous dit-elle, et qui a beaucoup apprécié certaines de vos interventions. Et elle vous demande donc s'il existe des structures de formation en Afrique dans lesquelles ils peuvent, professionnels et expérimentés, transmettre des codes, justement, stratégies et outils pour aider la jeune création à s'ouvrir au marché international. Elle conclut en disant « La créativité est là en Afrique, mais il manque la méthode et le marketing du luxe selon elle. » J'aimerais bien que Iman, ici, ou Valérie répondent à cette question peut-être. Alors, je pense que j'ai fait déjà un petit point sur la dernière question. Je crois que c'est question de mentalité. Les mentalités, l'éducation,
les réalités du continent et d'un pays à l'autre aussi, la manière qu'on fonctionne aussi dans la société, qu'est-ce que l'Occident nous a apporté. Est-ce qu'on pense, avant l'arrivée des premiers occidentaux sur la terre-mer africaine, les Noirs, nos aïeux vivaient comment? On se pose souvent cette question. Parce que la plupart des choses, tout a été un peu faussé, tout le monde le sait, mais il y a énormément d'hypocrisie. Les gens ne disent pas ce qu'il faut faire. On vit dans le faux, l'Afrique vit dans le faux. Tout le monde le sait. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'en parle pas parce que tout est un peu comme ça. Donc, on va essayer de calquer les choses. Alors que si on se posait des bonnes questions, avant l'arrivée de l'homme blanc sur les terres africaines, l'homme noir était comment? Il faisait quoi? Il s'habillait comment? Comment il réfléchissait? Je suis sûr et certain que même les historiens comme Cheikh Anta Diop, ils nous ont trouvé des choses qu'il y avait des sociétés bien organisées. Donc, et pourquoi parfois il y a très peu de gens qui croient même à ce que certains chercheurs et nos intellectuels ont mis en place comme recherche pour pouvoir essayer d'éclaircir un peu l'histoire africaine avant l'arrivée des Européens. Mais nous sommes restés sur le modèle parce que c'est comme ça et puis l'hypocrisie continue, donc on va continuer comme ça. Mais je crois que tant qu'on est dans la fausse piste, on va toujours être un peu face au mur dur, donc droit dans le mur, quoi qu'il arrive, je pense. En tout cas, on ne renie pas son passé, mais on construit l'avenir avec des fondations solides. C'est juste un constat que j'ai fait. Oui, tout à fait. Je vais juste terminer parce que l'heure tourne encore une fois. Et, pardon, juste pour l'intervention de France, pour dire qu'on a, en tout cas à la Banque africaine de développement, un programme de masterclass pour les 5 pays où vraiment on welcome. Toutes les interventions sont la bienvenue, d'ailleurs de vous tous sur le panel également, en termes de quoi que ce soit à partager d'expertise, parce qu'il y a tout un aspect business, mais aussi un aspect créativité, un aspect comment se marketer dans la transmission aux designers de ces 5 pays. Donc, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Et j'ai aussi un message, Vanessa, de la part de Charlie, qui est producteur de films et qui parle du projet autour de la mode et qui, selon lui, il aurait plus d'impact si le projet s'associait à l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma qui est en pleine croissance en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est le mot de la fin pour ce webinaire. Je voudrais vraiment vous dire un grand, grand merci à tous, Iman, Valérie, Moulay, Youssouf, Vanessa.